Bonsoir. Dans cette série que nous consacrons cette année aux pays de la Méditerranée, nous voulons nous concentrer aujourd'hui sur la Syrie. C'est un pays clé dans le processus de paix au Proche-Orient, mais en fait on ne comprend pas très bien pourquoi il a cette capacité à jouer ainsi un rôle de verrou. Alors je vous propose de nous replacer sur une longue durée de temps et de rappeler quelques données de base concernant ce pays. Nous sommes donc au Moyen-Orient. Vous voyez se préciser les frontières de la Syrie actuelle. Mais cet état que nous connaissons date seulement de 1920. Car entre l'époque romaine et cette date de 1920, le terme de Syrie renvoyait à un ensemble plus vaste, englobant la Syrie actuelle, le Liban, la Palestine, Israël et l'actuelle Jordanie. Ainsi, de nombreux Syriens ont en mémoire pour leur propre pays un espace plus vaste appelé Grande Syrie ou le pays de Cham, Bilad el-Cham. Ce Bilad el-Cham fut peuplé de tribus arabes, nomades et sédentaires, et là se croisaient des Turcs, des Bédouins, des Kurdes, des Arméniens. Et c'est sur cet espace que des chefs arabes, tels que Faisal, le fils du shérif de la Mecque, rêvaient de bâtir ce grand royaume arabe promis par les Anglais lors de la dislocation de l'Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale. Sauf qu'une fois les Ottomans vaincus, il ne fut plus question de royaume arabe. La France et l'Angleterre, qui étaient les grandes puissances de l'époque, vont se partager cette région. Et cette grande Syrie sera découpée en 1920 pour former plusieurs entités sous protectorat ou sous mandat, la Palestine, la Transjordanie, le Liban, une partie de l'Irak et donc la Syrie. Alors il faut bien avoir à l'esprit cette idée de grande Syrie parce qu'elle est à la base de la vision syrienne sur sa région. Regardons maintenant la Syrie dans son état d'aujourd'hui. Elle a Damas pour capitale, elle fait 185 000 km², elle a une population de 14 millions d'habitants. Pour l'essentiel, ce sont des Arabes, en majorité des musulmans sunnites, 77% de la population. Mais on trouve aussi encore plusieurs petites communautés confessionnelles, chrétiennes, chiites, juives, et la minorité des Druzes, qui viennent du sud-ouest du Djebel Druze. L'une de ces minorités syriennes a un nom moins connu alors qu'elle joue un rôle crucial dans la vie politique du pays. C'est la minorité alaouite, qui est originaire du Djebel Ansarieh, une région de montagne, au nord-ouest du pays. Et c'est de cette minorité, des alaouites, à peu près 12% de la population, qu'est issu le président syrien Hafez el-Assad. Cette appartenance a évidemment des conséquences nombreuses sur le pays. La Syrie est un pays assez riche, il est exportateur de pétrole. Les nappes sont au nord-est, vers Djezireh, et dans la région de Deir ez-Zor. On trouve aussi des gisements de phosphate dans la région de la cité antique de Palmyre, et puis une richesse essentielle au Moyen-Orient, l'eau, grâce à deux fleuves, à l'ouest l'Oronte, qui vient des monts Liban, à l'est l'Euphrate, venant de l'Anatolie orientale. Cela permet une agriculture intensive, en particulier le coton, 20% du total des exportations syriennes, et la production d'électricité avec des barrages sur les deux fleuves, vous voyez là le plus important, sur l'Euphrate, à l'origine de la retenue du lac Assad. Avec toutes ces richesses naturelles, la Syrie pourrait avoir des indicateurs économiques satisfaisants, or ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que 25% du budget de la Syrie passe dans le budget de la défense. Ça réduit d'autant la part des investissements publics productifs dans d'autres secteurs du pays. Et cette constante priorité donnée à l'armement s'explique par les tensions avec le voisinage de l'Irak et d'Israël, pays face auquel la Syrie reste dans une logique de confrontation militaire. Et puis rappelons aussi que Damas entretient 30 000 militaires syriens sur le sol libanais. Donc maintenant, le Liban. Regardons la politique étrangère. Mais au fond, pour Damas, est-ce bien de la politique étrangère? Car la Syrie a toujours considéré que le Liban avait été détaché de son territoire par la France lorsqu'elle a formé le nouvel État libanais en 1920, en s'appuyant sur la minorité maronite. Donc l'objectif de Damas depuis plusieurs décennies, au nom de cette grande Syrie dont on a parlé tout à l'heure, on revoit la carte là, c'est de se voir rattacher le Liban. Eh bien maintenant, c'est sans doute chose faite. Comment? Au terme des 15 ans de guerre civile libanaise,
les alliances changeantes ont permis à Hafez al-Assad de jouer aux échecs, une tactique au service d'une stratégie. Et puis parce que pendant la guerre du Golfe, la Syrie s'est rangée par calcul du côté du camp américain anti-Irak. Eh bien le Liban, c'est pour remercier Hafez al-Assad de ce calcul. Depuis mai 91, un traité lie la Syrie et le Liban et permet à Damas de faire exactement ce qu'elle veut. Par exemple, elle devrait cantonner ses troupes dans la plaine de la Beka, que vous voyez là. Or, les troupes syriennes sont partout, au Liban. Et puis ensuite, la Syrie se sert du territoire du Liban comme moyen de pression sur Israël. Regardons maintenant un peu Israël, justement. Dans le processus de paix au Proche-Orient, le principal objet des discussions entre Damas et Jérusalem, c'est le plateau du Golan. Ce plateau du Golan a été occupé par Israël en 1967, lors de la guerre des 6 jours. De nombreuses colonies israéliennes s'y sont implantées, vous les voyez là sur la carte, et le plateau domine Damas d'un côté et le lac de Tibériade en Israël de l'autre, et il est traversé par les affluents du Jourdain, dont le contrôle est essentiel parce que l'eau est rare dans cette région. Eh bien pour Damas, la restitution du Golan, c'est le préalable à tout traité de paix avec Israël. Et pour faire pression, pour obtenir cette décision, le Liban est utile. Cette zone tampon que vous voyez là sur la carte est contrôlée par l'armée du Liban Sud, qui est pro-israélienne. Eh bien, Damas soutient les attaques du Hezbollah, qui bombarde régulièrement le nord du territoire israélien à partir de cette zone tampon. Donc la Syrie est un élément de blocage dans la négociation globale pour la paix globale au Proche-Orient. La preuve, c'est qu'en moins de 4 ans, le secrétaire d'État américain Warren Christopher est venu 18 fois à Damas. Parce que la Syrie est le dernier voisin arabe d'Israël à n'avoir pas encore signé la paix avec l'État hébreu. Donc il ne peut pas y avoir de paix au Proche-Orient sans la Syrie. Cela dit, on peut inverser le raisonnement. Damas doit prendre garde à ce que la paix ne la contourne et qu'une nouvelle réorganisation régionale ne vienne en fait l'isoler. Par exemple avec cette idée d'axe stratégique comprenant la Turquie, l'Irak de l'après Saddam Hussein, la Jordanie, Israël et la future Palestine. Parce qu'en fait, les alliés d'aujourd'hui de la Syrie dans la région, c'est l'Égypte, en partie l'Arabie Saoudite et l'Iran. Or, comme par hasard, la carte vous montre qu'aucun de ces pays alliés n'a de frontière avec la Syrie. Alors essayons de résumer l'enjeu, ce qui n'est pas simple dans l'Orient compliqué et avec Hafez al-Assad qui change d'alliance tous les jours. Donc l'URSS n'existe plus. La Syrie n'a donc plus de grand allié pour faire pression sur Washington. Or, elle ne pèse après tout que par sa capacité de nuisance. Je crois que le premier étage à comprendre, ce qui se joue par Liban interposé entre Israël et la Syrie, c'est la reprise des négociations de paix après les élections en Israël. Chacun a cherché à se mettre en bonne position. Deuxième étage, Damas cherche une reconnaissance politique des États-Unis qui tiennent à être les parrains du processus de paix, Pax Americana au Proche-Orient. Alors pour peser, pour se faire reconnaître, Damas dispose des milices Hezbollah au sud Liban et du Golan qu'Israël devrait lui restituer. Dans l'actuel processus de paix, la Syrie reste donc le dernier pays arabe frontalier de l'État hébreu à n'avoir pas encore signé de traité de paix avec Israël. Eh bien cette signature, elle cherche à la monnayer très cher.